À 20 km de Bordeaux, les vignes de la Brède ondulent sous le soleil gascon. Au détour d'un chemin surgit un château médiéval aux tours rondes, témoin silencieux d'une révolution intellectuelle qui a changé le monde. C'est ici que Charles-Louis de Segondat, baron de la Brède et de Montesquieu, a forgé une pensée qui réconcilie foi chrétienne et tolérance religieuse, posant les fondements de la liberté de conscience moderne. Chrétien convaincu mais critique du fanatisme, Montesquieu incarne une voix originale au siècle des Lumières, celle d'un croyant qui défend la séparation des pouvoirs tout en respectant le fait religieux. Dans les murs de la Brède, entre la chapelle familiale et sa bibliothèque, naît une philosophie du pluralisme qui irrigue encore nos démocraties contemporaines. Le château de la Brède n'est pas qu'un décor, c'est le terreau même de la pensée montesquienne. Construit au XIIIe siècle par la famille des Penel, il devient propriété des Segondat en 1686. Charles-Louis y naît en 1689 dans une famille de parlementaires bordelais profondément chrétienne. L'enfance du futur philosophe se déroule entre les murs épais du château où résonnent les prières matinales dans la chapelle Saint-Louis. Cette petite chapelle gothique, toujours conservée aujourd'hui, témoigne de la foi sincère qui anime la famille. C'est là que le jeune baron apprend ses premiers mots latins, récite le Pater Noster et découvre les Écritures. Un détail révélateur, Montesquieu fut baptisé dans l'église Saint-Jean-Baptiste de la Brède, à quelques pas du château. Cette proximité entre le sacré et le quotidien marque profondément sa vision du monde. Contrairement à d'autres philosophes des Lumières qui rompent avec leur éducation religieuse, Montesquieu conserve toute sa vie une foi chrétienne authentique, nourrie par cette enfance girondine. La bibliothèque du château, où trônent encore aujourd'hui plus de 7000 ouvrages, devient son laboratoire intellectuel. Entre traités de théologie, récits de voyage et textes juridiques, Montesquieu forge sa méthode. Confronter les sources, comparer les civilisations, rechercher les lois universelles qui régissent les sociétés humaines. Cette approche empirique, héritée de son éducation chrétienne, l'amène paradoxalement à défendre la tolérance religieuse. Dans l'Esprit des lois, en 1748, son œuvre maîtresse, écrite en grande partie dans sa retraite de la Brède, Montesquieu développe une critique subtile mais ferme des abus du pouvoir religieux. Chrétien sincère, il distingue soigneusement la religion révélée, affaire de foi personnelle, de la religion politique qui doit être contenue dans ses prétentions temporelles. Cette distinction révolutionnaire lui permet de critiquer l'Inquisition, les persécutions religieuses et les alliances corrompues entre trône et autel, sans pour autant tomber dans l'anticléricalisme militant qui caractérise d'autres philosophes de son époque. « Il ne faut toucher à la religion que d'une main tremblante », écrit-il dans l'Esprit des lois. Cette formule célèbre résume parfaitement sa position, respecter le fait religieux tout en dénonçant ses instrumentations politiques. Montesquieu s'attaque notamment à l'Inquisition espagnole qu'il décrit comme une perversion du christianisme. Dans les salons de la Brède, il reçoit des témoignages de réfugiés huguenots victimes de la révocation de l'édit de Nantes. Ces rencontres renforcent sa conviction que la violence au nom de Dieu trahit l'essence même du message chrétien. Son christianisme éclairé se nourrit aussi de sa connaissance approfondie des pères de l'Église. Lecteur assidu de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, il puise dans la tradition chrétienne les arguments en faveur de la liberté de conscience. Pour lui, la foi contrainte n'est pas une vraie foi. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre et c'est dans l'exercice de cette liberté que réside la dignité humaine. Et c'est peut-être dans sa capacité à comprendre et respecter les autres traditions religieuses que Montesquieu se montre le plus novateur. Dès 1721, avec ses lettres persanes, il imagine deux voyageurs musulmans, Usbek et Ricard, découvrant la société française. Ce procédé littéraire révèle une connaissance remarquable de l'islam, loin des caricatures de l'époque. Montesquieu traite l'islam comme une religion révélée, comparable au christianisme dans sa dignité. Il s'intéresse aux lois coraniques, aux institutions musulmanes, aux sciences islamiques. Dans sa correspondance, il évoque avec respect les Mahométans et leur civilisation. Cette ouverture d'esprit tranche avec les préjugés de son temps et témoigne d'une curiosité intellectuelle nourrie par sa foi chrétienne elle-même. Plus remarquable encore est sa défense des Juifs dans l'Esprit des lois. À une époque où l'antisémitisme y est largement répandu, y compris chez certains philosophes des Lumières,
Montesquieu écrit « C'est un malheur pour l'humanité que les Juifs aient été si cruellement persécutés ». Il condamne les conversions forcées, les expulsions, les discriminations légales dont sont victimes les communautés juives européennes. Cette position tranche avec celle de Voltaire, souvent plus véhément dans ses attaques contre le judaïsme et l'islam. Montesquieu, fort de sa foi chrétienne, reconnaît dans les autres monothéismes des chemins légitimes vers Dieu. Cette attitude préfigure le dialogue interreligieux contemporain et témoigne d'une spiritualité authentiquement universaliste. Au château de la Brède, Montesquieu reçoit d'ailleurs des visiteurs de toutes confessions. Sa correspondance mentionne des échanges avec des pasteurs protestants, des rabbins, des diplomates ottomans. Ces rencontres enrichissent sa réflexion et confirment sa conviction que la diversité religieuse est une richesse pour l'humanité. L'influence de Montesquieu sur la construction de la liberté religieuse moderne est considérable. Sa théorie de la séparation des pouvoirs, développée dans l'esprit des lois, inspire directement les révolutionnaires de 1789 et les fondateurs de la République américaine. Mais au-delà de sa séparation institutionnelle, Montesquieu théorise la séparation des sphères, temporelles et spirituelles, mais aussi publiques et privées. Cette vision préfigure ce qu'on appellera plus tard la laïcité positive, un État qui respecte le fait religieux sans s'y soumettre et qui protège la liberté de conscience sans discriminer les croyances. Pour Montesquieu, le pluralisme religieux n'est pas un mal nécessaire, mais une condition de l'État libre. La concurrence des religions empêche le monopole spirituel et favorise l'épanouissement des consciences. Dans sa retraite de la Brède, Montesquieu rédige des notes sur la liberté religieuse qui resteront inédites de son vivant. Il y développe l'idée que l'État doit garantir à chacun le droit de suivre sa conscience en matière spirituelle. Cette formule annonce l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Montesquieu meurt en 1755 sans renier sa foi catholique. Ses dernières paroles, rapportées par son secrétaire, témoignent de cette réconciliation entre foi et raison qui caractérise toute son œuvre. « J'ai toujours respecté la religion, la morale de l'Évangile est un bienfait que Dieu a fait aux hommes. » 3 siècles après la naissance de Montesquieu, le château de la Brède continue de témoigner de cette pensée révolutionnaire. Miraculeusement préservé, il offre aux visiteurs une plongée dans l'univers intellectuel et spirituel du philosophe. La bibliothèque, avec ses rayonnages d'époque, conserve de nombreux ouvrages annotés de la main de Montesquieu. On peut y voir ses réflexions sur la Bible, ses commentaires des pères de l'Église et ses notes sur le Coran. La chapelle Saint-Louis, restaurée dans l'esprit du XVIIIe siècle, évoque la piété sincère de la famille Secondat. Les vitraux, l'autel, les stalles rappellent que la foi chrétienne n'était pas pour Montesquieu une convention sociale, mais une conviction profonde. Une anecdote touchante, Montesquieu avait l'habitude d'écrire au crayon sur les murs quand une idée lui venait soudainement. Certaines de ces citations sont encore visibles aujourd'hui, témoignant de la spontanéité de sa pensée. On peut ainsi lire, griffonné près d'une fenêtre, « La religion est faite pour les hommes, et non les hommes pour la religion ». L'exemple de Montesquieu résonne particulièrement dans notre époque marquée par les tensions religieuses et les débats sur la laïcité. Sa voix, celle d'un croyant respectueux des autres croyances, d'un philosophe qui réconcilie foi et raison, offre des pistes fécondes pour notre temps. Au château de la Brède, entre les vignes et la Garonne, souffle encore l'esprit de ce pionnier du dialogue interreligieux. Son message, forgé dans la solitude féconde de sa bibliothèque, continue d'éclairer nos sociétés plurielles. La liberté de conscience n'est pas l'ennemi de la foi, mais sa plus belle expression. Montesquieu nous apprend qu'on peut être profondément chrétien et défenseur de la liberté religieuse, patriote français et citoyen du monde, homme de son temps et précurseur de l'avenir. Cette réconciliation des contraires, cette capacité à penser la complexité sans renoncer à ses convictions, voilà peut-être la plus précieuse leçon de ce château perdu dans les vignes de Gironde.